Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sophie Lavaux. Salut Sophie. Salut Fabien. Sophie, tu es himalayiste, tu es autrice et conférencière. On va dérouler tout ton parcours riche avec une première activité professionnelle et une deuxième activité parcours de vie en tant qu'aventurière. Avant de parler de ton parcours, on a une question habituellement que l'on pose à tous les invités. C'est comment tu expliquerais ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans? Si tu devais le faire avec de la pédagogie, comment tu t'y prendrais pour lui expliquer? Oh, à des enfants de 5 ans, je sais pas, mais en tout cas, pour, dire les choses très, très simples, je je grimpe des grandes montagnes. Voilà, c'est ma passion et heu principalement, en Himalaya, donc dans la chaîne, de montagnes de l'Himalaya, hem, où il y a, 14 sommets de plus de 8 000 mètres et ces grandes montagnes, je les ai déjà gravies toutes et hem Et voilà et puis, à côté de ça, ben, je fais des récits, je raconte mes histoires et ça m'occupe bien. C'est ça notamment qui a marqué, ton parcours et ce pourquoi tu es là. Tu es la première française, suissesse et canadienne, si je dis pas de bêtises, puisque tu as les 3 nationalités, à avoir franchi les 14 sommets de plus de 8 000 mètres dans le monde, c'est bien ça? Alors je vais nuancer, je suis le premier Français, Le premier français, OK. c'est-à-dire la première personne de nationalité OK. française, parce qu'il y a pas d'hommes. La première Suissesse, parce qu'il y a Erhard Loretan qui a gravi les 14 000 avant moi pour la Suisse et le premier Canadien. Mais, voilà, c'est juste une petite nuance. Comment tu as alors avant de voir comment tu en es arrivé là, parce que tu as une première vie professionnelle et dans ton enfance, comment était ton enfance d'une manière générale? Est-ce que tu étais déjà attiré par ça ou, tu as voulu, plutôt être sur un parcours scolaire, classique? Alors j'ai fait un parcours scolaire, français, classique. Mais quand on était enfant, on avait un appartement dans la vallée de Chamonix et c'est vrai que j'ai très vite été quand même baignée, dans l'univers de la montagne. J'ai à peu près, avec mon frère, on a appris à skier en même temps qu'à marcher. En revanche, il y a pas d'alpiniste dans la famille, donc l'activité d'alpinisme en tant que telle est venue quand même, plus tard et ma discipline de prédilection quand j'étais, plus jeune, ça n'a rien à voir avec la montagne, c'est la danse classique et donc j'ai fait, presque 15 ans de ballet, heu, avec, donc la rigueur qu'impose, cet univers et je pense que, aujourd'hui, dans ces grandes ascensions, que j'entreprends en Himalaya, le mental que j'ai forgé, grâce à la danse classique et à la rigueur, m'aide aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a attiré, dans l'enfance, dans ce classique? Est-ce que c'est l'effort, c'est l'esthétique du mouvement, c'est l'apprentissage sur toi? Je sais pas, franchement, je sais pas, mais j'aimais cet univers de des studios de danse, le miroir, le professeur, la musique, la discipline, et heu et je me souviens que je voulais arrêter l'école pour faire de la danse, j'étais malade, je voulais aller à la danse, mais pas à l'école, Ah, enfin, tu étais mordu, ouais, 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 ça a vraiment été une passion et je suis arrivée, jusqu'à le niveau de juste avant de le professionnel, jusqu'à l'année des auditions, où j'avais, quand même 15 heures de danse par semaine, en plus de l'école, normale et mon père n'a jamais voulu que j'arrête l'école et il a eu raison parce que, c'est un problème de dos, complications, péritonite et cetera qui ont fait que j'ai dû, arrêter et hem et j'ai dû arrêter pendant une année et donc à ces âges-là, surtout dans ces moments charnières, de potentielle carrière où si tu arrêtes une année, après c'est foutu, quoi. mmh et ça doit être un emploi du temps, très chargé pour une enfant, de 12 15 ans d'avoir et le rythme scolaire plus 15 heures Ouais, par ouais, semaine. ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 mais c'était pas un problème, hein. Tu arrives à gérer d'un point de vue physique, fatigue, déjà? Bah oui, 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 oui. Ouais. Oh, c'est vieux, hein, mais j'en ai, je sais que quand j'ai dû arrêter, ça a été quand même, c'est plutôt l'arrêt qui a été plus compliqué à gérer que plutôt que la gestion, de l'emploi du temps. Mais, mais peut-être qu'avec le recul, je suis contente que ce soit arrêté parce que ça m'a quand même permis de faire d'autres choses. Ouais, exactement. On va dérouler, tout ton parcours.
Au niveau scolaire, donc tu as continué avec des études à Lyon, je crois. Ouais, oui. D'études classiques, j'ai fait un BTS de comment ça s'appelait à l'époque? Commerce international ou quelque chose comme ça. Hem Et après j'ai eu envie de travailler donc j'ai commencé dans l'hôtellerie en fait parce que j'aimais les langues, j'aimais le contact avec les gens, et je me souviens avoir, apporté, il y avait encore des annonces dans les journaux il y avait l'adresse de l'hôtel en question et je suis allée, remettre, mon dossier directement à l'hôtel, et donc j'ai été embauchée comme ça. Puis après j'ai donc, de réceptionniste, je suis passée à chef de réception, assistante de direction, haut commercial et j'ai terminé dans les palaces, en tant que directeur vente marketing. Mmh. Donc tu as fait hôtellerie et tu as fait d'autres métiers après, d'autres milieux que tu as Oui, après je suis explorés? partie j'ai bifurqué dans la cosmétique où j'ai travaillé, notamment chez Clarins, à la division parfum. Et ensuite, j'ai monté une société, avec mon frère dans le secteur de la finance, dans l'événementiel financier et on montait des grosses conférences, financières, sur des niches un peu pointues, à Genève, jusqu'à la crise économique de 2008 où le business model, s'est complètement écroulé. Et c'est là où tu as eu une remise en question sur ton parcours, où tu as eu ce déclic de se dire: «Je vais faire autre chose»? Alors c'est pas vraiment un déclic, lié à ça, mais c'en est la conséquence. Hem, J'avais déjà, commencé l'alpinisme. Les amis m'avaient emmenée, en montagne et j'ai notamment, fait mon premier Mont Blanc en 2004, donc c'est quand même, assez, tardif. Et mais c'est un peu comme quand on met le doigt dans le pot de confiture, ça y est, j'étais accro et j'ai commencé vraiment à organiser tout mon temps, mes vacances, mes loisirs, pour gravir ces montagnes mais j'ai finalement, heu, très vite été, attirée par aller toujours un petit peu plus haut et le Mont Blanc, ben, c'est le point culminant des Alpes, donc après je suis partie, c'était un bon prétexte pour voyager aussi. Donc j'ai passé un 5000, j'ai réussi, 6000 c'est passé, 7000 j'ai aussi réussi et heu et après arrivait cette barre des 8000 qui quand même, m'impressionnait énormément. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour, gravir un Mont Blanc, il faut 2 jours et pour gravir un 8000, il faut 2 mois. Donc quand on est dans une activité professionnelle, c'est quand même pas facile de pouvoir dégager 2 mois comme ça, «Salut, je pars en expédition» et hem et donc ça arrive cette fameuse crise économique de 2008 et aujourd'hui, bah, je dis quand même merci la crise parce que la conséquence de cette crise a fait qu'on a dû fermer l'entreprise, mais ça m'a donné du temps et c'est donc grâce à ça que je pars, en ayant du temps devant moi, sur ma première expédition à 8000. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ta première ascension? Alors c'est au printemps 2012 que je pars donc au Tibet, sur cette première expédition pour gravir le plus petit des 8000 qui s'appelle le Shishapangma et hem et je découvre quand même ce monde un peu des expéditions parce que heu, pour un 7000 il faut 3 semaines, pour un 8000 il faut 2 mois, donc on est quand même dans des dimensions, quand même bien plus, conséquentes et autres et hem ben, j'ai réussi et non seulement j'ai réussi, mais en redescendant sur les grands plateaux tibétains, là, il y a une petite ville qui s'appelle Tingri où on s'est arrêté et 3 des autres, 3 des membres de l'expédition enchaînaient sur le deuxième 8000 qu'il y a dans la région, qui est le Cho-Oyu et ils arrivent à me convaincre, je ne sais pas trop comment, de continuer et de les accompagner et donc 11 jours après, j'étais au sommet du Cho-Oyu. Et donc j'ai réussi 2 sommets, en une saison, ce qui à l'époque était, quand même assez, hem, qui était c'était peu couru d'enchaîner comme ça des sommets. Heu, donc bah, j'étais super contente quoi. J'avais réalisé mon rêve de passer la barre des 8000. 2 Je l'avais fois? passé 2 fois et donc ce grand rêve de quête d'altitude était réalisé. Hem, mais c'est vrai qu'en rentrant, j'avais quand même la préoccupation de retrouver un job parce que j'étais partie parce que j'avais plus de job, en fait
Mais très vite, ça m'a commencé à me tricoter un petit peu dans la tête, en me disant que dans cette grande quête d'altitude, il manquait, le point ultime et heu et donc j'ai très vite, en fait, je me suis assez vite mis en tête de vouloir tenter de gravir l'Everest. D'accord. Et alors pour les non-initiés, comme moi, qui n'ont jamais fait de 5000, de 8000, ni même de 4000, quelles sensations pour essayer d'expliquer, quelles sensations tu ressens lorsque tu fais ça? Au-delà de, j'imagine, l'intensité et la dure labeur que tu dois avoir pendant ces 2 mois d'ascension, Mmh. qu'est-ce que tu éprouves lorsque tu fais ce genre de défi? Oh, bah, beaucoup de choses, mais finalement, j'aime l'alpinisme, j'aime grimper, j'aime cet univers très, très spécifique de la très haute altitude, hem, qui met, le corps dans un état hypoxique, hein. Donc l'hypoxie, c'est le manque d'oxygène. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sommet de l'Everest, on a à peu près plus que 20 d'oxygène. Donc le fonctionnement complet du corps, est altéré, le fonctionnement du cerveau, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'accidents, par exemple, qui sont pris à cause de mauvaises décisions, et il y a la lenteur de progression. Enfin, c'est vraiment, on peut qualifier ça donc d'himalayisme, qui est, parce qu'il y a qu'en Himalaya où il y a des sommets de plus de 8000 mètres, qui est un univers quand même très, très spécial et ben, j'aime ça finalement. J'aime cet univers tout simplement. Donc c'est une bonne, façon de se mettre ce grand projet des 14, comme espèce de Graal, comme un truc un petit peu, presque inatteignable, mais je me suis dit: «Bon, ça vaut peut-être la peine de tenter». Tu as fait d'autres projets avec cet ami qui t'a fait goûter, la première ascension, qui t'emmène au Mont Blanc avec lui? Non, non, alors lui, il est resté, il a continué à grimper dans les Alpes, moi, je suis partie par contre, quand j'ai décidé d'aller, à l'Everest en 2014, sur les pentes du Shishapangma, donc le tout premier, j'avais rencontré quelqu'un qui s'appelle François Damilano, qui est quelqu'un de très, très connu dans le milieu, qui est guide de haute montagne, écrivain, cinéaste et qui a la particularité d'avoir démocratisé, et c'est surtout pour ça qu'il est connu, la technique de grimpe de la cascade de glace. Hein, donc avec 2 piolets, comment on remonte ces cascades de glace, ces cascades gelées et hem et François, qui est guide de haute montagne, encadrait une petite expédition, française, sur les pentes donc du Shishapangma et moi, j'étais avec une équipe de Suisses, mais de Suisses allemands. Donc j'en avais marre d'entendre parler allemand tout le temps, donc j'allais tout le temps voir les Français et puis, et c'est comme ça qu'on a sympathisé avec François et il m'a, quand je lui ai annoncé que je voulais partir à l'Everest, il m'a dit: «J'aimerais venir avec toi faire un film». Et donc c'est comme ça qu'on est partis ensemble sur les pentes de l'Everest en face nord, donc sur le versant tibétain et qu'on a réussi et donc il y a notre premier film, qu'on a fait ensemble qui s'appelle, «On va marcher sur l'Everest». Hem et et voilà et c'est finalement, je pense, en redescendant donc de l'Everest où, où je me suis dit: «Bah, j'ai pas envie d'arrêter», donc que me suis mis dans la tête de continuer de tenter ce grand chelem himalayen. Tu es arrivé dans un monde, très masculin, réputé du moins très masculin, très technique et surtout, physique aussi. Mmh. Comment tu l'as vécu et comment tu as réussi à faire face? Parce qu'en plus tu as démarré, sans faire offense, bien au contraire parce que je trouve ça extraordinaire, Mmh. tu as démarré, tu l'as dit, tu avais, la quarantaine. Donc en plus, on avance, on se bonifie pas tout le temps, au niveau, physique, au niveau des muscles. Comment tu as fait pour appréhender ce milieu-là qui est quand même, très, très difficile? Ce Alors que tu as ressenti déjà? pas tant que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alpinisme, en général, hein, et l'himalayisme, hem, on sort des jeux olympiques, hein, donc c'est pas une discipline olympique, c'est pas une discipline de performance.
dans un esprit de compétition. Même si ça vient de plus en plus avec où il faut battre des records de vitesse ou des records d'ascension, et cetera. Mais l'esprit de la montagne, l'esprit montagnard, n'est pas dans un esprit donc de concurrence ou de compétition, et donc plus dans un esprit de solidarité et d'entraide. Donc, en tant que femme, c'est vrai que sur les premières expéditions, j'étais toujours la seule. Et on disait tout le temps: «Tiens, il y a Sophie et les garçons», mais c'était, plus et en général, ils étaient contents d'amener une petite touche féminine, au milieu de au milieu de tout ça. Mais c'est vrai qu'avec les années et je suis contente parce que notamment, lors de conférences en entreprise, je dis très souvent, la haute altitude, c'est un peu comme la hiérarchie en entreprise, plus on monte et moins il y a de femmes, et heu et donc c'est quelque chose qu'il faut que ça change, et c'est vrai que sur les dernières années, hem, que ce soit au Népal ou au Pakistan, c'est les premières années où il y avait des femmes népalaises donc qui se sont lancées dans l'ascension de ces grandes montagnes. Aujourd'hui, il y a la première femme guide de haute montagne népalaise, et sur la toute dernière expédition, donc au Nanga Parbat, il y avait 3 jeunes femmes pakistanaises sur, le camp de base, et hem et ça mérite d'être mentionné parce que la condition de la femme quand même au Pakistan, elle est quand même, heu, pour simplifier, on va dire différente d'ici, et hem et ce sont des jeunes femmes privilégiées qui vivent à l'étranger, mais qui deviennent une de vraies porte-parole, dans le pays, et c'est bien parce que comme ça, je pense que ça permet d'aller dans le bon sens, hein. Dans mon sens, donner un chemin. Ouais, 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 par contre sur la montagne, alors j'ai envie de dire qu'en femme ou homme, on est vraiment, un membre de l'expédition, faut vraiment mettre sa féminité, au fond de sa poche, parce qu'il y a la promiscuité des tentes, il y a le froid, il y a tout un univers quand même, hostile, avec un vrai contexte d'inconfort, heu, qui fait que, ben, parfois c'est quand même pas facile, quoi. Tu as fait donc les 14 sommets. Je vais pas donner les noms parce que je suis sûr de me louper sur un ou deux, de plus de 8000 mètres. Quand tu regardes cette liste-là, ce parcours-là, euh, comment tu analyses ton parcours? Est-ce que tu pensais que ça allait être possible un jour? Est-ce qu'au final, tu y as cru à un certain moment? Qu'est-ce qui a fait que tu en sois arrivé jusque-là? Mmh. C'est vrai que quand j'ai commencé à me mettre ça dans la tête, je l'ai gardé pour moi assez longtemps parce que j'étais sûre que j'en étais pas capable. Mais très vite, il a fallu que je trouve des sponsors parce que c'est quand même un coût, ces grandes expéditions, et d'ailleurs que je remercie au passage parce que sans eux, j'aurais pas pu aller au bout du projet, donc merci tous les sponsors, les partenaires, qui m'ont accompagnée. Hem, mais c'est vrai que j'ai toujours abordé une expédition après l'autre, et c'est, toujours, comme un pas après l'autre. C'est, le l'éloge de la lenteur presque, hein, parce que tout est lent, et donc il faut, déjà pour éviter de me mettre la pression, pour éviter parce qu'il ne faut pas se tromper. Le surnom quand même d'un sommet de plus de 8000 mètres, c'est la zone de mort. Donc on est quand même dans un univers extrême. Hem, je pense clairement que le renoncement, ça sauve la vie sur ces montagnes. Donc ça a été vraiment un sommet après l'autre, et c'est vrai qu'à part effectivement les sponsors à qui j'ai partagé ce projet, quand même l'idée d'aller jusqu'au bout, hem, j'ai quand même gardé ça quand même assez longtemps pour moi, pour justement éviter de me mettre la pression, et puis au fil des années, au fil des expés, ça a commencé à marcher, et j'ai arrivé à les enchaîner. Mais c'est quand même 22 expéditions au total pour, réussir ces 14 000-8000. J'ai fait un petit calcul, c'est plus de 3 ans sous tente, au-dessus de 5000 mètres. Donc c'est quand même pas anodin.
Et justement, tu parlais de renoncement. Tu as fait 22 expéditions pour 14. Comment tu gères ce renoncement quand la météo est pas avec toi, quand tu ne peux pas y aller, quand vous avez discuté tout à l'heure, le sommet ne voulait pas de vous. Comment tu arrives à accepter ce renoncement où tu dis, bah, tu prenais l'exemple des sportifs de haut niveau, notamment au JO, on leur dit, bah, la course est annulée, tu as bossé pendant 4 ans et la course, tu peux pas la faire, hein. Ça doit être difficile quand même au début d'accepter cela. Alors, c'est sûr que c'est toujours plus facile de rentrer avec le sommet dans la poche, ça c'est clair. Maintenant, comme on dit souvent en montagne, la montagne, elle va rester et donc elle sera là l'année d'après. Donc, il faut avoir la patience et cet esprit donc de renoncement. Alors, il y a différents facteurs hein, qui font qu'on n'atteint pas le sommet. Il y a par exemple en 2016 avec François Damilano, donc sur les pentes du K2, on a une énorme avalanche qui a balayé notre camp d'altitude à 7300 mètres où on a perdu tout notre équipement. Donc là, finalement, on est dans l'incapacité de continuer l'expédition. Mais pour moi, ce n'est pas forcément un échec parce que ce n'est pas une incapacité physique ou c'est un obstacle. C'est les conditions qui ne sont pas Voilà. réunies. Il y a le tremblement de terre de 2015 au Népal. Il y a effectivement des fois la météo qui fait que ben, ça passe pas. Mais j'ai rarement eu à renoncer sur une décision que j'ai prise moi. À part peut-être quand même sur le troisième plus haut sommet de la Terre qui s'appelle Ah, je l'ai pas. Je suis honnête, je les connais pas par cœur. le premier, Non, pas l'Himalaya. non, L'Everest. l'Everest. Le deuxième, Là, je sais déjà, tu vois. ah, le K2. Le Le K2. K2, le K2. Le troisième, c'est un nom un peu plus barbare, ça s'appelle le Kanchenjunga. Je l'aurais pas eu. Non, non, ça je m'en doute. Kanchenjunga. Mais qui est à la frontière, à l'est du Népal, sur la frontière indienne, hein, qui est une grosse montagne. Et donc, j'y suis retournée 3 fois. Et la deuxième fois, j'ai fait demi-tour, 130 mètres sous le sommet. Mais de nouveau, ben, je suis bien contente d'être là pour te le dire, parce que je pense que j'aurais continué ces 130 mètres de dénivelé. Je pense que je ne serais pas redescendue de cette montagne. Donc, c'est aussi ça, la très, très haute altitude. Donc voilà, c'est aborder ce grand projet, c'est vraiment une quête personnelle, en fait. C'est pas une quête de record, c'est pas une quête de performance, même s'il faut être un petit peu quand même, un petit Compétiteur. peu motive quand même. Mais voilà, je l'ai pas fait pour cocher cette case de devenir le premier ou la première, mais j'y suis quand même arrivée. Et puis la montagne a quelque chose de plus grand que nous aussi, comme on a l'habitude de dire, par rapport à nous humains, à la nature, même quelque chose de mystique quand même. Oui, alors je vais rien chercher de particulier justement de spirituel ou autre là-haut, c'est vraiment, on peut parler de beauté, de l'environnement, de plein de choses comme ça, de la stratégie d'ascension, c'est tout cet univers. Moi, je suis quand même assez concrète et les pieds, sur terre, mais beaucoup de personnes vont, c'est une forme de quête aussi. On est dans un environnement, pour la plupart et surtout au Népal, donc bouddhiste, parce que les Sherpas qui nous accompagnent sont bouddhistes, ils sont très superstitieux. Pour eux, les montagnes sont sacrées. Donc il y a un rituel avant chaque ascension qui est de demander à la déesse de la montagne l'autorisation de gravir ses flancs. Et de nouveau, hein, même en conférence, hein, je dis beaucoup, seule en Himalaya, je vais aller nulle part. Hein, donc c'est vraiment l'éloge de l'équipe qui va faire qu'ensemble, on va réussir ces montagnes. Donc il y a ce respect des traditions, Sherpa notamment. Moi, j'ai travaillé donc sur ces montagnes avec Dawa Sangye Sherpa, avec qui j'ai partagé donc 12 expéditions et on a réussi 7 de ces grands sommets ensemble. Donc voilà, c'est une vraie tranche de vie et c'est important donc de respecter l'univers et les coutumes et traditions des pays dans lesquels on va.
Et tu parles d'équipe justement, Sophie. On n'arrive pas bien à se rendre compte quand tu fais une expédition. Donc il y a toi, Sophie Lavaux, et autour de toi, qui est-ce qu'il y a? C'est un univers de combien de personnes? C'est un collectif de... Alors ça change vraiment d'une expédition à l'autre, mais ça va dépendre donc du nombre de membres d'expédition, hein. L'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Himalaya, les montagnes donc sont régulées. Il y a à peu près, je pense qu'il y a que les Alpes, hein, dans le monde, qui est un terrain de liberté. Mais sinon, toutes les autres montagnes dans le monde, que ce soit les Andes, que ce soit les montagnes aux États-Unis, que ce soit euh, l'Himalaya. Donc, c'est des montagnes qui sont régulées, donc il faut des autorisations, il faut des permis d'ascension, il faut un chef d'expédition, il faut tout un... Et, et on se coalise sur un même permis pour diluer les coûts. Donc, on est toujours plusieurs membres d'expédition à tenter le sommet. En général, chaque membre d'expédition travaille avec son Sherpa, donc ça double le nombre de personnes. Et après, il y a toute la logistique autour. Donc, il y a les porteurs qu'on appelle les porteurs de basse altitude, qui sont très souvent des paysans, des villages aux alentours, qui viennent pour la saison des expéditions, nous aider au portage de tout le matériel jusqu'au camp de base. C'est aussi à dos de mule, à dos de yak, ça dépend donc des pays. Et après, donc sur le camp de base, qui est comme un petit village de toile éphémère, hein, qui est monté pour la saison et qui est après débarrassé. On nettoie complètement les camps de base. Alors là, il y a le cuisinier, il y a les aides de camp, et puis il y a les porteurs qui font les allers-retours pour ramener de la nourriture fraîche. Et donc il y a un porteur poulet, il y a un porteur d'œufs, il y a des porteurs qui s'occupent de tout ça. Et après, il y a les équipes qui travaillent sur la montagne. Donc ça, c'est essentiellement donc des Sherpas qui équipent, qui sécurisent les parties techniques. Et donc voilà, ça ne fait pas tant de monde que ça. En fait, la grande colonne de personnes qui représentent le plus de monde, c'est finalement les porteurs qui nous acheminent tout ce matériel. Tu parlais juste avant de sens, de côté sacré, respecter les traditions, etc. Et de mettre du sens dans ce qui est fait. Une de tes ambitions, plus que des ambitions, puisque tu l'as fait à chaque fois, c'est à chacune de tes expéditions, y mettre du sens et soit porter une cause, une association, un projet. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, d'une façon générale, hein, je pense que ces pays m'apportent tellement que la moindre des choses, c'est de redonner un petit peu de temps pour ces populations. Et c'est vrai que j'ai commencé déjà par, lors de l'ascension de l'Everest en 2014, où j'étais marraine d'une petite association et on avait fait un crowdfunding où on vendait des mètres d'altitude pour alimenter l'association. Après, je suis devenue ambassadrice pour Terre des Hommes, qui est une grosse ONG suisse, avec des visites terrain, essentiellement sur des projets au Népal. Je suis ambassadrice aussi pour RECO, qui est un système de détection de victimes d'avalanches. Et je travaille beaucoup avec les Sherpas, avec les guides de haute montagne népalais, où on fait des formations pour sensibiliser aussi aux risques d'avalanche de la montagne. Et comme ils sont très très forts, des fois ils se croient un petit peu invincibles. Donc l'idée, c'est quand même de faire comprendre que la montagne sera toujours plus forte qu'eux. Et voilà, après il y a aussi donc je travaille, donc un des membres de l'équipe qui est majeur, hein, on parlait de l'équipe tout à l'heure, ça va être aussi le météorologue. Le météorologue, lui, il est à Chamonix, il est dans son salon, mais il nous envoie les bulletins sur les téléphones satellites. Donc c'est apprendre à partager la compréhension des bulletins météo. Et, et voilà, c'est un petit peu quand même redonner du temps euh, parce que parce que faut bien un peu se rendre utile et on n'est pas juste là pour grimper et rentrer à la maison. Tu parlais du météorologue qui vous envoie les bulletins, justement, sur les téléphones satellites. Tu as dû voir une évolution au niveau de l'accompagnement, l'aspect sécurité, la transmission d'informations entre tes premiers sommets et jusqu'au dernier?
Ah ben, Ça a dû évidemment, changer la vie un peu. ce qui change, drastiquement, c'est la technologie satellite. C'est vrai que les premières expéditions, on partait et puis on disait: «Ben, salut, on se revoit dans 2 mois». Il y avait quand même, déjà à l'époque, les téléphones satellites, heu, où, la minute était quand même, extrêmement chère, donc on était là, vraiment à faire avec le minimum et puis depuis, petit à petit, il y a les modems satellites qui sont arrivés, et puis, il y a la technologie Starlink aujourd'hui qui fait qu'on peut être connecté, partout, tout le temps et alors moi on a des GPS satellites aussi, heu, qui si je devais garder une machine, c'est clairement le GPS que je garde, hein, parce que, ça permet de s'orienter et de retrouver un camp, s'il y a un problème, où il y a du brouillard ou je sais pas quoi sur la montagne. Mais, mais c'est pour ça que j'aime bien, aussi parler, hem, de followership, plutôt que de leadership. D'accord? Toujours dans cet univers un peu de transmission et de partage, notamment avec les entreprises. Hem, Aujourd'hui, il faut être leader partout, pour tout, dans tout, mais moi, je préfère parler de followership et donc savoir suivre et c'est un peu l'éloge comme ça du savoir suivre parce que ne serait-ce que je fais que suivre les prévisions météo. C'est le météorologue qui va prendre la responsabilité de nous envoyer dans la zone de mort. Donc c'est un petit peu comme ça ce contre-pied et autres. Mais c'est vrai que la technologie aujourd'hui, hem, peut pallier quand même à des accidents, qui étaient, beaucoup plus aléatoires à l'époque, quoi. Et d'ailleurs, le film que tout le monde a vu en général qui s'appelle Everest, qui est justement la retranscription de cette énorme tragédie, heu, qui finalement, date de, 96, d'accord? Donc, à l'époque, ils avaient pas encore toute cette technologie et c'est vraiment, dû à la météo et où ils poussent pour aller au sommet et cetera et cetera. Donc il y a le drame qu'on connaît, qui s'est produit sur la montagne et qui en général aujourd'hui, peut quand même être évité. Tu as gravi les 14 sommets. Quelle a été ton impression à ce moment-là? Est-ce que tu dis c'est bon, j'ai coché la case, pardon, j'ai atteint mon objectif et je me pose? Ou justement, tu as profité pour te relancer et te trouver un nouveau défi, des nouveaux défis même? Ouais, ouais, alors c'est vrai que c'est pas parce que j'ai réussi ces 14 que la passion de grimper s'est arrêtée. Heu, donc je vais pas aller à la plage tout de suite, quand même, ou pour se reposer, mais pas mais non, non, l'idée c'est quand même de continuer à grimper. En revanche, c'est assez clair pour moi que je vais arrêter d'aller à 8 000 mètres. Heu et pour une raison très simple, c'est que c'est dangereux et notamment, donc avec François da Milano, on a coécrit, un livre aussi, hein, qui s'appelle «Les 14 8000» de Sophie Lavaux et donc j'ai fait la sélection donc des photos, pour ce livre, ce qui m'a permis de me replonger dans les photos depuis la toute première expédition et hem et c'est vrai que j'ai été choquée, de voir toutes les personnes qui, au cours de ces 12 années, on va dire, ont disparu. Heu, donc même si, j'ai été très, très vigilante sur la préparation, l'organisation, l'équipe, l'anticipation de tout ce que tu veux et cetera. Je pense qu'il y a il y a un petit facteur chance là, il y a une bonne petite étoile qui m'a, accompagnée toutes ces années. Heu, j'ai jamais été blessée, j'ai jamais été évacuée, j'ai pas de gelure, heu, donc faut peut-être pas, pousser le bouchon trop loin, quoi. Donc donc j'ai décidé de continuer, mais de redescendre d'un cran et notamment donc cette année, j'ai mis quand même 4 sommets de plus de 6 000 mètres au programme, heu, qui est dans un programme que je suis rentrée dans un programme donc de sciences, participatives, avec la, collecte, d'échantillons de glace sur des glaciers en très haute altitude, hem,
pour en découvrir l'ADN environnemental et donc la biodiversité. Et alors, je ne vais pas devenir glaciologue Et tu vas aller chercher. du jour au lendemain, mais le fait d'être alpiniste, je contribue donc à ce projet pour aller chercher ces échantillons. Et ça reste de nouveau dans cet esprit d'un projet lié à un sommet. Et c'est vrai que je passe tellement de temps sur ces grandes montagnes, ces glaciers. Ça permet de parler aussi de cette problématique de la fonte des glaciers, qui évidemment est assez dramatique. Et sur toutes ces années, là, j'ai quand même si l'Himalaya est tellement grand en dimension que c'est moins flagrant que dans les Alpes, mais bon, je suis au pied du Mont Blanc et dans la vallée de Chamonix depuis que je suis née. Et là, Tu vois la différence. là, on voit quand même ce qui se passe. Ouais. Et justement, cette base de données, ça veut être la première base complète sur le sujet d'ADN environnemental. Le projet dont tu parles, tu peux en dire quelques mots? Oui, alors en fait, j'ai choisi donc 6 glaciers sur 6 continents différents pour en faire effectivement une base de référence. Et c'est pour ça que le projet s'appelle Baseline Glacier Biodiversity Challenge. J'aurais pas mieux dit. Comment? Je l'aurais pas mieux dit. Mais ces données et les datas sont récupérées par le PFL à Genève, hein, à Lausanne, pardon, qui est l'école polytechnique de Lausanne, avec un grand pôle qui s'appelle le centre qui s'appelle l'Alpol, donc qui est le centre glaciaire et alpin. Où là, il y a les grands scientifiques et les grands glaciologues qui travaillent sur les glaciers depuis des années, avec à terme la création, donc le grand projet final, c'est la création donc d'une biobanque. Et Baseline fait office donc de projet et de moyens de communication sur le projet. Parce que souvent, les scientifiques, ils font des choses formidables, mais personne ne le sait parce qu'ils ne communiquent pas. Donc, on va essayer d'en parler grâce à ça. Exactement, c'est pour ça que je me suis permis de te tendre à la perche. Tu as commencé il y a 2 ans, pardon, en 2024, par l'Antarctique. Est-ce que depuis 2 ans, depuis que tu as commencé ce projet-là, à quoi ça a pu découler? Qu'est-ce que ça a permis de découvrir les premières expéditions et du coup les premiers échantillons que tu as ramenés? Est-ce qu'ils t'ont fait un retour sur ce qu'ils ont découvert grâce à toi et l'analyse qu'ils ont pu en faire? Ouais, alors les premières collectes ont été faites en fait au Pérou l'année dernière, l'été dernier, D'accord. donc 2025. Donc Pérou, ensuite à l'Annapurna 4 au Népal, où je suis allée célébrer le 75e anniversaire de la première ascension d'un 8000 qui était l'Annapurna 1 par les Français, D'accord. Maurice Herzog, Louis Lachenal. Non, ça ne te dit rien? Si, Herzog, ouais. Ah voilà, donc Annapurna. Et je voulais célébrer cet anniversaire parce que donc 2025, c'était ce 75e anniversaire. Non pas en allant répéter ce qui avait été fait, mais en allant gravir un sommet de la chaîne des Annapurna, et on a gravi donc l'Annapurna 4. Et sur cette Annapurna 4, on a quand même descendu des échantillons avec Sangay de 7500 mètres d'altitude. Et donc là, on a les premiers résultats des datas. Et sur toutes les collectes des échantillons à ces altitudes différentes, ils ont découvert plus de 1400 espèces. Donc microbes, bactéries, champignons. Donc c'est assez dingue, quoi. Moi, ça me 7500 mètres. ça fascine, Ouais. parce que jamais on pourrait imaginer que dans de l'eau gelée comme ça, à ces altitudes, ça renferme autant d'espèces. Et notamment à l'Alpol, ils sont aussi en train de travailler sur une nouvelle famille d'antibiotiques qui seraient tirés de bactéries des glaciers. On n'imagine pas ce que ça peut produire comme effet et la richesse d'informations qu'il y a là-haut. Bah, oui, oui, oui. Oui, oui, donc donc je suis curieuse de voir la suite des données qui vont nous découvrir. Tu en parlais tout à l'heure que tu vois le Mont Blanc, tu es au pied du Mont Blanc, tu le vois depuis ta naissance. Quel sentiment ça évoque en toi? Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, hein, de voir cette fonte des glaces et cette nature qui change?
Non, après, ben, c'est une réalité. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être essayer de, 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 de réduire un tout petit peu euh, ou de faire. Il y a Pierre Rabhi qui parle très très bien de cet univers et l'esprit du colibri. J'aime assez ça en fait. Chacun fait un petit peu sa part. Et, mais bon, vu le contexte mondial aujourd'hui, c'est encore pas gagné, je crois. Oui, parce que Malheureusement. quand on a enregistré l'épisode, voilà, on est au mois de mars et avec la guerre qui est partie en Iran il y a 10 jours, c'est toujours bien de contextualiser quand on parle d'actualité. Effectivement, on n'avait pas sorti. Continue. Est-ce que ça te permet de prendre justement de la distance quand tu es là-haut, de ce qui nous arrive dans le monde, quand tu te retrouves à 8000 mètres? Est-ce que tu as une remise en perspective qui se fait? Ce que j'aime, moi, dans cet univers des expéditions en Himalaya et que je ne retrouve pas ni dans les Alpes, ni même dans les Andes, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce facteur long. Cet éloge du temps long, cette immersion. Et moi, j'aime assez cloisonner, donc même si on a la technologie avec nous, je ne vais pas me connecter. Il y a très peu de gens qui peuvent me joindre et c'est une façon donc de se dédier complètement à la montagne, pour, tenter d'arriver au sommet. Donc c'est cette déconnexion, que je trouve toujours très intéressante et hem et finalement bénéfique. Parce que, finalement, je me dis qu'on est quand même pas mal là-haut, même si on ne peut pas survivre, heu, en tout cas quand on est sur les marges d'approche, qui des fois peuvent prendre plusieurs jours. Si on prend l'exemple du K2 que j'évoquais tout à l'heure, il faut déjà 10 jours pour arriver au pied de la montagne. Donc c'est déjà une expédition en soi, ne serait-ce que pour arriver au pied de la montagne et après se consacrer à l'ascension. Donc voilà, donc cet univers et cette immersion, hem, c'est quelque chose qui je pense m'apporte beaucoup parce que ça fait prendre quand même pas mal de recul, par rapport à tout ce qui nous entoure, hein. Alors, on a découvert un profil atypique et tellement complet de par tes différentes expéditions. Il y a aussi des films qui ont été dédiés à ton attention. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette aventure dans l'aventure, quelque part? Ouais, ce qui est pas forcément, évident J'imagine. parce que d'avoir, 1 voire 2 caméras braquées sur soi, pendant toute une expédition, ça met quand même un stress, supplémentaire, surtout si on prend par exemple le dernier sommet, donc hein, le tout dernier film s'appelle Sophie Lavo, Le Dernier Sommet, qui a été tourné donc sur les pentes du Nanga Parbat au Pakistan, qui est donc ma toute dernière expédition, le 14e potentiel. Donc il y a quand même, la pression d'être sur, la dernière ascension et j'avais effectivement, donc il y avait François Damilano toujours et Ulysse Lefebvre en deuxième caméra et c'est vrai que ça met quand même pas mal de tension, mais c'est le prix à payer pour avoir un film et là, le film, qui est sorti à l'automne 2024, c'est une production donc Canal+ et heu et c'est un film qui a déjà eu, plus d'une dizaine de prix, enfin en festival et autres et même si c'est pas super agréable de se voir, pendant, 1 heure et demie, sur un écran, c'est un joli film et qui plaît et qui retrace vraiment, bien donc c'est des bons outils, hein, que ce soit les films, les livres, c'est, heu, c'est des bons outils de communication et puis dans cet esprit aussi de clore ce grand chapitre des 8000, je trouvais que c'est intéressant de finir avec justement ce livre, ce film qui vont rester et qui permet de fermer donc ce grand livre des 8000 mais pour partir sur autre chose. Mmh. Oui, grâce à toi, même si on te voit à l'image, je comprends le côté qui n'est pas agréable. Tu fais quelque part à porte-drapeau, passage de relais, et à travers ton regard et ton aventure, ben, ça permet de découvrir des paysages, de découvrir des endroits inaccessibles et qu'ils n'auraient peut-être jamais vus, et de pouvoir comme ça émerveiller les gens d'une autre façon. Alors émerveiller, je sais pas, mais en tout cas faire découvrir ce que ça veut dire que grimper à 8000 mètres. Ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai que même en conférence, je me rends compte que les gens tout le monde sait qu'il y a des 8000,
tout le monde sait que ça se grimpe, mais personne ne sait comment s'organise une expédition. Et c'est vrai que ce film notamment, ou même aussi celui du K2 et autres, hem, est une immersion complète dans, ces expéditions et permet vraiment de comprendre, le rôle de chacun, hem, le travail des Sherpas, le rôle du météorologue, les décisions, la stratégie d'ascension. On y va, on n'y va pas, on descend toute l'impact de l'équipe et hem et c'est en ça que ces documentaires sont intéressants, si on a envie de découvrir cet univers. Parce que c'est vrai que, bah, c'est pas forcément toujours évident d'aller à 8 000 mètres comme ça du jour au lendemain. Tu en parlais justement, tu as fait des conférences, plus de 150 je crois dans différents pays déjà. Donc tu parles de gestion humaine, de l'alpinisme, du collectif aussi. Quel, message tu essaies de faire passer à travers ton parcours, lorsque tu as une conférence où tu as aussi tout le temps ce côté, un peu, bridé avec un temps imparti et cetera, alors que j'imagine que tu pourrais en rencontrer pendant des heures. Quels sont les messages principaux que tu essaies de faire passer et quel est, le type d'auditoire que tu as face à toi généralement? Alors c'est très souvent des entreprises, qui ont soit une thématique, soit une problématique dans l'entreprise ou autre, mais c'est, de nouveau je reviens à ce que je parle de ce que j'évoquais tout à l'heure, que j'appelle moi le followership et qui est vraiment une façon de revaloriser les équipes. Et je dis toujours: «Ben, seul en Himalaya, je vais nulle part et un dirigeant seul, sans ses équipes, il va Pas loin. pas aller bien loin et donc il faut s'entourer, il faut des bonnes équipes» et donc c'est vraiment une façon de revaloriser les équipes et hem et ce que je dis aussi surtout et c'est d'oser parce que, on se met beaucoup dans notre monde, hein, qui est très formaté, qui est très organisé, il y a pas, un quart d'heure sans qu'on sache ce qu'on va faire après et cetera. Hem, Fait qu'on se met beaucoup de barrières et et souvent on a quand même un rêve ou on a, je dis, si on a un petit Everest là qui mijote, que ce soit privé ou professionnel d'ailleurs, hein, mais et ben, il faut oser. Il faut essayer vraiment de se donner les moyens et ça, ça va peut-être pas marcher à tous les coups puisque, bah, 22 expéditions, bah, voilà, pour réussir les 14, c'est que ça marche pas à chaque fois. Mais n'empêche que quand ça marche, ça procure quand même beaucoup de satisfaction et heu et et on est là pas forcément pour très longtemps, mais le temps d'une vie en tout cas et donc l'idée c'est quand même d'essayer de réaliser un maximum de choses et d'éviter aussi un maximum de regrets. Donc donc c'est de mettre en musique ses rêves finalement. Mmh. Maître musique, c'est pas mal ça. Tu as eu une première vie, professionnelle, puis, ta vie d'alpiniste. Ça te sert pour faire le point justement entre, comment tu arrives à corréler, à avoir un discours dédié aux entreprises en fonction de ton activité Oui, d'aventure bien sûr, ouais. humaniste? Ouais. Oui, 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 oui. C'est vrai que je connais quand même bien la problématique des entreprises et ça permet de faire de l'analogie en fait, entre ce que je vis, sur ces grandes montagnes et les problématiques de l'entreprise. Si tu es un chef d'entreprise devant toi, tu lui dirais quoi aujourd'hui avec, au-delà du monde, sociologique et sociétal, dans lequel on vit, un grand principe ou une clé que tu aimerais partager? Mmh. Je suis pas là pour donner des leçons, moi. Et en général, je suis quand même là pour raconter des histoires et hem et puis partager plutôt les enseignements. Hem Je pense que c'est plus intéressant de partager du vécu que de donner, je suis personne pour donner des leçons finalement. Parce que souvent la problématique est dans l'univers de l'entreprise, elle est très, très spécifique. En revanche, ça permet au travers de cette analogie et on ne serait-ce que ce qu'on évoquait tout à l'heure, le renoncement. Des fois, on a tendance à vouloir s'obstiner, sur une problématique et de faire un pas de recul ou de prendre, un petit peu de temps pour d'analyse ou autre, heu, qui peut amener à renoncer. Heu, c'est peut-être reculer pour, mieux avancer ou ce genre de situation.
Après, il y a les liens de confiance. On ne peut pas évoluer si on n'a pas confiance dans ses collègues ou dans. C'est ces petites clés-là quand même qui sont abordées dans ces grands récits des expéditions et, et, et des témoignages que j'ai. Je pense que ça apporte quand même au-delà d'un récit pour aller dans ces grandes montagnes. Tu me fais une transition toute trouvée. Je vais te poser la question, est-ce qu'il y a un feedback d'un auditeur justement qui t'a le plus marqué, qui t'a vraiment marqué? Ouais, il y en a plein, il y en a plein. C'est soit des témoignages, de mais quand je reçois un message, peut-être plusieurs années après où, je vous ai entendu, dans telles conditions, tel contexte et ça m'a permis j'ai, repris, mon activité ou et cetera, ce genre de choses et aussi peut-être, l'univers des femmes. Hem Parce que justement, quand, je suis pas du tout dans une démarche, de revendication ou autre, de féminisme ou autre, mais c'est vrai que quand on est souvent dans des pays, comme le Pakistan ou autre, où les conditions moi, je me souviens très bien de la conférence de presse, qui avait été organisée par le club alpin pakistanais au retour à Islamabad après l'ascension du K2, où il y avait, étonnamment, des jeunes femmes journalistes qui sont venues vers moi avec le micro en me disant: «Mais comment tu as fait pour, arriver à grimper ce K2? Comment en tant que femme?» et hem et c'est là où je me rends compte que c'est vrai qu'il faut quand même, c'est important d'avoir cette posture de femme et d'aller jusqu'au bout, heu, si on y arrive, de de ces, heu, de ses rêves, de son Graal, de ce qu'on veut. Mais donc si mon histoire peut inspirer, quelques personnes et notamment, des jeunes femmes à, à passer la première et tenter quelque chose, et ben, je serais contente. Le mot est bien trouvé dans tous les cas. Est-ce que, on ressent en t'écoutant que tu as cette volonté et peut-être ce devoir de transmission? C'est quelque chose qui te tient à cœur vraiment? Oui, parce que je me suis rendu compte, de toutes ces années où justement je suis demandée pour faire des conférences, que ça apporte quelque chose et donc j'aime partager, cet univers, où effectivement, ben, tout le monde ne peut pas, aller à 8 000 mètres. Donc d'utiliser ce vecteur, pour partager tout ça et ouais, je pense que c'est aussi, c'est important, j'aime bien. Et après tout ce parcours, qu'est-ce qui compte, vraiment pour toi aujourd'hui? De rester en bonne santé pour continuer. Voilà. L'objectif premier. Et donc on va parler de La santé, c'est surtout, dans l'univers du sport en général, hein, donc c'est pour ça que, je pense que tant qu'on est en bonne santé, il faut profiter. tu me fais un point tout trouvé parce que je voulais parler de tes projets de cette année. Tu l'as évoqué, en préambule en 2026 avec, de nouvelles expéditions de prévues. Quels sont tes projets à toi, Sophie, sur, cette année? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, bah, on va continuer donc la collecte, de ces échantillons de glace dans le cadre du projet, Baseline et alors là, je pars la semaine prochaine au Népal et j'ai quand même, compté que, ce voyage-là, du printemps, 2026, ça va être mon 30e voyage au Népal quand même. Parce que j'ai été interviewée par un journaliste, népalais, à l'automne dernier. Il m'a demandé: «Combien de fois tu es venue au Népal?» et comme je ne savais pas, j'ai compté donc voilà, donc ça va faire mon 30e voyage, donc autant dire que c'est un petit peu ma deuxième maison quand même. Mais là, j'y vais avec des amis et on va aller sur un 6005, qui s'appelle le Merapic, plus en acclimatation pour préparer, donc celui qui suit ou au mois de mai, donc je vais partir sur le mont Logan au Canada, qui est le point culminant du Canada
qui m'intéresse avec, étant donné que j'ai quand même, le passeport et qui est donc un sommet très, très sauvage. Donc on est vraiment à la frontière de l'Alaska. On va y aller avec les skis, les poulkas et donc Sacré périple. c'est du sérieux là. Et puis, on verra ce que nous apporte la deuxième partie de l'année, même si mais déjà voilà, moi je sais à peine ce que je vais faire demain donc je me projetais un peu trop, j'ai un peu de la peine et à chaque fois que j'annonce trop, bah, c'est de toute façon ça va jamais se passer comme ce que je mets sur le papier donc En tous les cas, on te le souhaite. Que ça se passe et voilà. que ça se passe bien. On arrive bientôt à la fin de l'épisode. J'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de toi, de ton parcours? Que c'est que i de nouveau, on en revient toujours un petit peu au même point, c'est, si on se donne les moyens, voilà. Moi, j'estime être une femme tout à fait normale, qui a réalisé un projet pas normal. Donc voilà, il y a des personnes qui sont pas normales parce qu'elles ont une constitution physique ou vraiment un métabolisme, hors norme. Et donc ça en fait des extraterrestres qu'on regarde comme ça avec admiration. Mais moi je me mets pas dans cette, catégorie-là donc c'est, surtout pour inspirer et faire que, il faut, il faut oser et y aller quoi. Qu'est-ce qui t'inspire encore à toi, justement, Sophie Lavaux, aujourd'hui? Oh plein de choses, plein, plein. Déjà j'ai pas, je pense qu'il me faudrait 10 vies pour, faire tous les projets que j'ai dans ma tête et mais voilà, restons modestes, un après l'autre et puis, essayer que tout se passe au mieux. Et si tu devais parler, ce sera ma dernière question, à Sophie, qui est au pied du Mont Blanc, heu, il y a quelques années, un peu plus, qu'est-ce que tu lui dirais? Maintenant que tu connais tout le parcours et tout le chemin que Bon, j'y tu suis as. retournée plein de fois depuis, hein, au Mont J'imagine, Blanc. bah, tu l'as à côté. Non, mais alors non, je vais raconter un truc qui est quand même, vraiment de circonstance. Hem, mon premier séjour au Népal, j'y suis allée avec mon frère, on a été faire un trekking et notre guide de trekking s'appelait Lakti Sherpa, qui est une femme. Donc c'est extrêmement rare d'avoir et surtout à l'époque, des femmes Sherpani, qui étaient accompagnatrices dans les trekkings et Lakti, grâce à elle, j'ai envie de dire quand même, on avait gravi à l'époque un col à 5 500 mètres qui s'appelle le Chukungri et Lakti a épousé un Français, un ami de mon frère et devine quoi? Ils habitent à Toulouse et j'ai bu le café avec eux ce matin et donc la boucle est bouclée parce qu'on est à Toulouse et encore donc merci Lakti et namasté comme on dit au Népal. Tout ceci, tout était écrit. Que Voilà. tu te retrouves à Toulouse aujourd'hui, que Mais tu aies ouais, mais je peux pas ne toutes pas le ces dire, interactions, voilà, mais c'est ça. c'est incroyable. Puis de revoir des connaissances aussi, Mais oui, on a vu tout à l'heure avec mais oui. Vanessa qui était en première saison de ce podcast. C'est ça. Merci à toi. Je pense qu'on a fait un peu tous les sujets. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu souhaites aborder ou on est bon? Je crois qu'on en a dit, pas mal On a dit déjà. pas mal. On peut suivre ton parcours à travers les réseaux de ton site. On mettra aussi le nom de tes bouquins et des films, puisque tu as 3 livres et tu as 5 films, si je ne dis pas de bêtises? C'est ça. Bien. Au moins, on n'a pas à refaire, on n'a pas à refaire la prise, tout est parfait. Merci à toi, Sophie, pour ton partage, pour ton témoignage aussi et ton parcours inspirant et de ces 2 vies que tu as eues et que tu as réussi à mener, l'une après l'autre de front et à te dévouer corps et âme à ces parcours et à mettre du sens aussi dans ces aventures individuelles, à faire un esprit vraiment collectif. Donc merci à toi pour ton partage, Sophie. Merci Fabien pour l'invitation et namasté, comme on dit au Népal, vraiment. Merci. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode que vous pouvez écouter en audio sur Spotify, Deezer, Amazon ou Apple et également en vidéo sur YouTube, Instagram et LinkedIn. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspirer.